Hop, ce sera good. On va attendre un peu que les gens arrivent. Il y aura pas mal de choses à dire, pas mal de choses à dire. Il me semble aussi du côté économie cette semaine, on a eu pas mal de trucs, sachant que surtout demain gros jour, hein, le taux de chômage qui va tomber. On a déjà eu un peu quelques datas aujourd'hui. Donc ça, ce sera intéressant. On va un peu parler de la Fed. Ça a changé. C'était à 44, c'était à 41. Comme quoi il faut pas grand chose. Je vous ai pris une surprise. J'ai checké un peu, je m'amusais avec un peu de Python parce que j'aimais bien m'entraîner en ce moment. On me disait pour voir le retour sur investissement, une fois que la courbe de taux se réinverse, le rendement 1 an, 2 ans, 3 ans sur les marchés, pour voir historiquement, sachant qu'on est en train potentiellement de faire pareil. On est où courbe de taux, là. C'est là. Sachant qu'on est potentiellement en train d'envoyer le signal. Bon, là, on est encore négatif, hein, on est à la limite. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on fait des clôtures daily consécutifs au-dessus de zéro. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on est ultra close. Hein. C'est sûr qu'il y a aucun doute là-dessus. Après, il ne faut pas hésiter à pareil les questions ou d'autres sujets que vous voulez parler. Commencer. Comme d'hab, on va commencer avec les US. Hein. On va pas commencer par on va parler cours de taux aussi juste après, mais là, US, yes, ici. Bon, dernier live, je crois qu'on avait fait une jolie weekly comme ça. Effectivement, retournement hein, depuis les quelques jours, qui était violent. Hein. Le 3 septembre, il y avait eu des données, hein, il me semble. Ouais, les mauvais PMI, typiquement l'indice de PMI, hop, indice de PMI à l'achat, hein, donc c'est un peu comment la santé des boîtes. Hein. Et quand on est en dessous de 50, c'est un signe qu'on est dans une expansion, c'est marqué. Quand on est en dessous, c'est une contraction. Donc en ce moment, les PMI n'étaient pas très bons. En tout cas, on a été là où on s'attendait à avoir un PMI autour des 47,5, on a 47,2. Pareil pour le manufacturier, bon, on était vraiment juste à la limite, donc soit. Mais c'est sûr qu'il y a toujours cette inquiétude, hein, la récession en autre récession, que ce soit avec les taux, les hausses de taux, la courbe de taux qui envoie le signal, ou que ce soit avec les chiffres de l'emploi, aujourd'hui qui étaient plutôt bons. Celui ADP agricole était mauvais. Donc ça, c'est une nouvelle création d'emploi qui ne fait que chuter. Alors, j'ai pas la courbe, mais normalement, voilà, si on regarde là-dessus, 0 edge, il y a pas mal de data. Je scroll back un peu. Est-ce qu'il nous l'a mise? Il nous l'a peut-être pas mis. On retrouverai après. Et typiquement, on a quand même un ralentissement dans la création d'emplois, mais on n'a pas une accélération officiellement sur le nombre de sans-emploi, donc les inscriptions au chômage. Après, voilà, c'est des chiffres qui sont, je pense qu'il le met aussi un peu au-dessus, c'est des chiffres qui sont vite réétablis dans le sens où il y a les chiffres officiels et après, il y a derrière, ils font le double checking. Et le double checking, la plupart du temps, est vraiment une grosse différence par rapport à ce qu'on avait prévu. Attends, j'aurais dû le mettre en... Voilà, donc ça, c'est la différence entre, typiquement, quand c'est en dessous de zéro, c'est les révisions de job. Donc, c'est la révision entre officiellement les datas qu'on met et en fait, après, on voit les différences. Et donc, en fait, typiquement, il y a beaucoup trop d'estimations. Enfin, les estimations officielles sont toujours trop hautes par rapport à la révision, ou clairement la plupart du temps. Donc, certains créeront à la manipulation, d'autres en soi, on s'en fout, hein, manipulation ou pas. Officiellement, le marché price qui est officiel, mais derrière, il faut savoir que potentiellement, le marché est encore plus faible que ce que les datas montrent. Maintenant, ça sert à rien de vouloir jouer aux échecs en 4 dimensions. Hein. On prend les datas comme elles le sont. Pour l'instant, elles tiennent. Il n'y a pas de gros signes de faiblesse au niveau de l'emploi. On a des ralentissements, des normalisations, mais il n'y a rien qui va faire paniquer les marchés. Hein. Donc en soi, c'est vraiment un peu, je dirais, le point central de ce live-là. J'ai pu tweeter, etc., des choses où, voilà, risque de récession, rester défensif, etc. Ce qui est toujours mon cas, est ce que je pense. Néanmoins, officiellement dans les datas, il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a aucune cassure au niveau de l'emploi. Donc il y a des signes, mais pour l'instant c'est toujours pas là, donc ça sert à rien d'espérer le moindre dip, le moindre moins 20% dans les prochaines semaines. Ça va prendre un peu plus de temps. Ce sera rapide quand même, parce qu'effectivement s'il y a une récession qui se met en route, bon, ce sera pas aussi rapide que le Covid, mais on peut imaginer que ça va quand même assez rapidement. Et à savoir que, bien sûr, hein, c'est toujours la question à quand ou où on rachète, donc ça c'est des trucs qu'on pourra parler un peu après.
Mais forcément, bon, la weekly fait absolument pas rêver. Il faudra voir demain si avec les autres data économiques, on arrive à remonter ce qu'on a descendu. Je voulais ouvrir. Donc ça signifie quelque chose. Demain PCE, c'est plus important, non? Pas bien sûr. Je veux dire, demain, il y a des gros trucs. Il y a le PCE et il y a surtout aussi le chiffre officiel de l'emploi, enfin du chômage. Donc ça, voilà, c'est le taux de chômage. On peut le voir, c'est un truc qu'on discute tout le temps. Comme je dis, le chômage, c'est soit il est en tendance baissière, soit il est en tendance haussière. On est clairement dans une tendance haussière. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va se normaliser en retournant au chiffre de 4,2 ou effectivement se normaliser un peu là pendant quelques mois, ou alors effectivement, on est dans un nouveau cycle, comme d'hab. Je veux dire, les marchés, c'est cyclique. C'est qu'il y a une tendance où le marché, c'est plein d'emploi, et une autre tendance où c'est plus le plein d'emploi et qu'on fait une récession. Donc, c'est arrivé il y a très longtemps. Enfin, il y a eu le Covid, mais le Covid, on va dire que ça compte pas vraiment. Mais une vraie récession officiellement, c'est pas arrivé depuis 2008. Donc effectivement, ça fait 16 ans qu'on n'a pas vu ça. Donc aussi, c'est toujours la question, c'est est-ce que on aura des gros dégâts sur les marchés financiers, des gros dégâts sur les instruments financiers, s'il se passe quelque chose, que typiquement, c'est pas arrivé depuis une paire d'années, quoi. Maintenant, le Covid a quand même pas mal montré qu'en tant que choc exogène, les marchés ont paniqué, craché, classique, ça veut dire c'est la réaction normale, mais il n'y a rien qui a cassé dans l'économie. Donc ça, c'était bon signe. Il n'y a rien qui a cassé, on va dire. Il n'y a pas le marché comme en 2008, 2009, il y a le marché d'immobilier qui s'est effondré, etc. Après, bien sûr, tout ça a été sauvé grâce au quoi qu'il en coûte, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je pense que ce sera aussi le cas pendant cette récession-là, si récession il y a. Donc voilà, c'est toujours des interrogations. Maintenant, voilà, l'emploi, ça va être la tendance une fois que c'est prise, ça reste quand même une accélération assez forte. Donc, il faut voir maintenant si ça va pas se manifester justement courant début d'année 2025, mi-2025. Donc ça, c'est des choses à voir. Et puis de toute façon, typiquement, il y aura une accélération. Une fois que l'emploi accélère, je veux dire, il n'y a plus aucun doute. Donc ça va être un peu, les boîtes vont elles-mêmes voir que tout le monde ralentit, donc elles vont elles-mêmes se mettre à ralentir, donc à lay-off, à virer des gens, etc. Donc c'est un peu self-fulfilling, dans le sens où une fois que tout le monde comprend qu'on va en récession, la récession accélère. Donc ça, au niveau de l'inflation, forcément, c'est le seul bon signe. L'inflation sera résorbée, donc on sera potentiellement rapidement à 80, voire même 1. On peut rapidement, c'est une récession, aller retourner sur des niveaux 2000, on a fait quoi 2000 Ouais, 2000, on a fait du 1%, donc on peut très bien retourner à 1%. Maintenant, voilà, c'est un peu le scénario. Il y a l'autre scénario qui est beaucoup plus, on va dire, pas forcément beaucoup plus bullish, mais justement de latéralisation. On normalise le marché de l'emploi, on normalise, on va dire, l'inflation. Et on a justement un peu une stagflation avec une croissance assez faible, une inflation qui se maintient, et un marché qui se met toujours à hésiter, mais qui continue quand même de reprendre la suite. Et ça se manifestera, pareil, que ce soit sur le marché haussier, sur le marché de l'emploi, enfin le marché de l'emploi, sur le marché financier, et sur les courbes de taux que je n'ai pas ici. C'est pas là. Alors attendez. Tac. Ici avec un de taux qui se stabilise ici, sans vraiment remonter. Et donc là, il n'y a absolument rien qui casse et il n'y a pas de récession. C'est juste qu'on continue de jouer un peu au cirque, à rester, on va dire, sur la corde, à maintenir l'économie à flot. Bien sûr, tout ça, parce que c'est pas tout ça, c'est aussi en grande partie grâce au déficit des boîtes, pas forcément pas le déficit des boîtes, mais le déficit des États, qui s'endettent énormément pour stimuler l'économie. Ça, on pourra reparler juste après derrière. Mais typiquement, on restera pour moi dans une période où, en fait, à terme, comme je veux dire, le marché c'est cyclique. Que ce soit sur la hausse de taux, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur les marchés financiers, il y a une phase d'expansion, il y a une phase de récession, une phase d'expansion, une phase de récession. Maintenant, on a fait clairement la grosse phase d'expansion. Il y aura un moment ou un autre une phase de récession. Le truc, ce sera quand? Donc ça, forcément, c'est le timing. Le timing, personne ne l'a. On s'y approche forcément quand on voit la courbe de taux. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire, là, ici, je suis à 100% en action, ici, je suis à 100% en cash. Parce que pareil, les meilleures années qu'on a eues à l'heure actuelle se sont déroulées là. On a eu des très bonnes années là et là, etc. Les mauvaises années se déroulent en fait dans le dernier moment, dans le quartile. C'est les années où justement, les mauvaises années. Et ça, en fait, l'accélération à ce niveau-là, le timing, c'est presque impossible à avoir. Le seul mécanisme pour se défendre ce qu'on fait,
c'est soit avoir du cash, soit garder des hedges, quoi, donc des options pour couvrir notre portefeuille. Donc moi, pour l'instant, comme je dis sur Twitter ou autre, j'ai une poche de liquidité et je compte bien m'en servir une fois on va valider justement la hausse de la courbe de taux pour retourner à des courbes de taux beaucoup plus, typiquement, qui sont à des endroits beaucoup plus intéressants pour acheter. C'est là où justement je m'étais amusé. Donc on a typiquement, là j'ai juste fait un truc vite fait sur Python qui met en rouge, c'est le S&P 500, en bleu c'est la courbe de taux. Et j'ai fait, après 3 mois en négatif de courbe de taux, hein. Donc typiquement en fait ça va être ces périodes-là. On est resté pendant plus de 3 mois, parce que ici on l'a fait aussi vite fait pendant le Covid, mais on va dire ça compte pas, tu vois, dans le sens où on a à peine pu inverser la hausse de la courbe de taux. Donc là aussi c'est une période potentiellement caractéristique. Et en fait, on a typiquement en termes de rendement sur les marchés, je sais pas, là c'est le 1 year. Est-ce que c'est le 1 year? Alors je l'avais changé vite fait, non, j'ai mis 3 years. Donc c'est sur le 3 ans, mauvais label. Tac, attends, ça déconne. Hop. Donc on peut le voir, c'est typique, hein. Le problème étant, c'est que les données de frais ne remontent pas avant 85. Donc il y a eu des exemples encore avant qui étaient dans ces eaux-là. Mais typiquement, la performance sur 1 à 3 ans, une fois que le retournement des taux, pendant les 2 années, forcément 2001-2007, c'était au moins moins 20%. Un an après justement le retournement. En 89, c'était positif. Parce qu'en 89, on a latéralisé. On a eu une récession, hein. Donc, je peux vous le remettre. On peut voir ici. Je sais pas pourquoi les hausses de taux, quand tu essaies de faire le spread, il n'y a pas de données. Comme si il n'y avait pas de 2 ans à l'époque, en 89, on ne pouvait pas emprunter à 2 ans. Que ce soit sur TradingView ou sur Fred, ils ne mettent pas les données, donc ça c'est un peu dommage. Mais typiquement, un an après, on a Deep, hein. On avait Deep, du mal à le mettre, parce que du coup, il va prendre encore. Mais là, si on a fait un petit. Attends, on va faire l'inverse. SPX. On va le comparer. Hop. Parfait. Et on peut voir qu'en fait, je vais virer ça. On peut le mettre en logarithme. Plus visible. Tac. On s'était réinversé, hein, donc une motion de réinversement. Et on avait Deep, en fait, à peine de moins 20%. Et une fois qu'on avait requantifié totalement la courbe de taux, on était déjà même plus haut, en tout cas en 80-90. On était même plus haut par rapport à l'endroit où on a. Donc là, on peut dire que c'était plus un soft landing. Il y a eu récession, hein. On a eu une vraie récession, hein, si vous mettez la US récession comme indicateur. On a eu une micro-récession. Mais elle s'est très vite, en tout cas, elle n'a pas été aussi forte que ça a pu l'être, justement, forcément en 2000 et en 2009. Hein. Et on a eu des retours positifs à 3 ans. Parce que je me rappelle quand j'avais tapé ça à 3 ans et je peux vous le faire à 2 ans. À 2 ans, bon, forcément 2 ans sur 2007-2001. En fait, il compte à partir du moment où ça se réinverse. Donc à 2 ans, il fait moins 40 les deux. Donc forcément, c'est pas très bullish, hein, si on se dit qu'on a un moins 40 qui nous vient dans la tronche. Maintenant, voilà, il y a un autre scénario, 89, il y a eu une mini-récession, on a relancé rapidement l'économie. On a eu, au bout de 2 ans, une fois que l'inversion s'est faite, un rendement de 12% sur le marché. Et typiquement, on peut regarder un an, c'est les années à chaque fois. C'est plus mon code. Voilà, un an, on a moins 17 en 2001, moins 6 en 2007, parce que 2007, ça a mis un peu plus de temps à vraiment se casser. Et en 89, on a eu par exemple au bout d'un an en flat, quoi. 3%. On a mis un peu plus de temps à l'époque. Et encore après, en 90, il commence à compter ici, mais potentiellement, on pourra plus faire le cas où ça a été un peu plus tard, tu vois. Pour le régler, pour voir. Mais typiquement, voilà, on voit que si vraiment on le met sur le deuxième point, on commence à compter d'ici. On voit qu'on fait quand même, au bout de 6 mois, rapidement, un petit moins 20%. Donc moins 20%, c'est beaucoup et c'est rien en même temps, hein. Sachant qu'après aussi, il y a différents arguments dans le sens où à l'époque, les marchés n'étaient pas autant évalués, dans le sens où à l'époque, on ne payait pas 25 fois les résultats. Maintenant, oui. Donc le marché est potentiellement beaucoup plus haut en termes de valorisation qu'en 90, donc on peut avoir plus de dégâts qu'en 90. Donc c'est des choses qu'on peut aussi se garder en tête. Mais voilà, c'est un peu pour donner une idée que lorsque ce timing va se lancer, parce que typiquement il y a très peu de flots positifs, hein, on peut s'attendre minimum à une chute rapide au moins de 20%. On commence à racheter à partir de moins 20%. C'est un peu ça l'idée en tête. Maintenant, est-ce que ça va commencer demain potentiellement? Est-ce que ça peut commencer dans 6 mois, 1 an? Oui, ou comme dans 3 ans. Le fait est que pour l'instant, le signal n'était pas complètement lâché. Et une fois qu'il va se lâcher, forcément, vous le verrez sur les marchés.
Et vous le verrez sur Twitter, je pense. Parce que tout le monde va en parler. Que ce sera forcément quelque chose qui est énormément regardé. Et tout ça pour dire que forcément, moins 20%, qui dit moins 20%, dit forcément, on peut s'attendre à des pullbacks, retourner voir des 4100, 4100, 3, 4000, etc. Et on se dit, c'est énorme, hein. Mais en soi, je veux dire, le marché est extrêmement violent à la hausse, hein. Moi, je suis un logarithme, donc c'est un peu la triche. Mais c'est typiquement, on va dire, c'est comme quand le BTC fait du moins 50, tu vois, c'est du classique. Il n'y a pas à paniquer. Il y a des phases de croissance, il y a des phases de récession sur l'économie, il y en a sur les marchés. Et c'est des niveaux qu'on a eu en 2022. Donc voilà, après, si effectivement c'est beaucoup plus violent, on fait moins 50, moins 40, moins 50, là, effectivement, ce sera une autre discussion. Ce sera beaucoup plus violent. Il y aura potentiellement quelque chose qui a cassé. Mais j'ai du mal à voir un marché qui fait moins 50 quand, pendant une des pires crises financières, on n'a fait que moins 50. Sachant que la crise financière a eu lieu parce que le gouvernement américain n'a pas voulu sauver, trop de mémoire, la banque Lehman Brothers, qui a entraîné une pagaille sur les marchés et un margin call absolument partout. Après, c'est pas avec des si, on met pas en bouteille, hein. Mais dans le cas où il l'aurait fait, je pense que le drawdown aurait été beaucoup plus limité. Mais bref, donc tout ça pour dire qu'à moins 50% sur les marchés, pour moi, c'est exclu. Après, effectivement, tout peut se produire. Mais moi, je tape beaucoup plus sur du moins 20, moins 30 une fois que le signal s'active. Et donc, forcément, je surveillerai ces niveaux-là. Typiquement, souvent, en plus, ça correspond typiquement à un indicateur que vous pouvez mettre assez facilement, hein, qui est la Moving Average. Et typiquement, la MA200, hein, donc ça marche énormément sur le BTC, ça marche aussi énormément sur les indices, dans le sens où c'est toujours un bon endroit pour acheter juste en dessous de la MA200. Vous avez toujours des très bonnes perfs, on va dire, à long terme. Lehman, AEG aussi. Oui, bien sûr. Il y en a eu 2-3. De toute façon, il y a eu une marge de call un peu partout. Donc ça, c'est sûr. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est un signal. Quand ça se produira, il ne faudra pas paniquer. Ce sera violent. Ce sera violent sur Twitter, ce sera violent sur les cryptos. Voilà, les cryptos, on pourra en parler après. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce dip-là, hein, ce dip-là qui a fait à peine moins 25. Le BTC, on a fait moins 60 derrière. Je ne sais pas si c'était exactement ça. Voilà, un peu crypto aussi, voilà, c'est ça. Pendant le top du BTC, on va dire on a commencé là, on a fait moins 65% sur un moins 25% des US. Donc on peut s'imaginer quand même beaucoup de dégâts à ce niveau-là, dans le sens où c'est les marchés US font moins 25, moins 30, un BTC à 30, 24K, c'est tout à fait possible. Et pour moi, ce ne sera pas de la panique, la fin du monde, etc. Ce sera des réelles opportunités. Ce sera des éléments qui arrivent que très rarement. Donc, ça donne des prix extrêmement intéressants, comme ça s'est produit pendant le Covid, qui était un élément exogène et qui a été complètement repricé derrière avec la machine à billets, on ne va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est là où on fait les meilleurs retours sur investissement. On est capable d'acheter quand il y a du sang dans les rues classiques, hein, ou autre. Mais voilà, je veux dire, il ne faudra pas remettre en cause les marchés financiers en mode c'est la fin du monde. Rien ne va changer. Et si vraiment c'est la fin du monde, c'est pas parce que vous avez all-in le peu d'argent qui vous reste dans le Bitcoin ou dans le S&P et qu'on va à zéro, ça changera quelque chose, hein. Ce sera, comme je dis, ce sera l'apocalypse dehors. Donc ce sera le cadet de vos soucis. As-tu regardé les corrélations avec les autres marchés lors de l'inversion des courbes de taux? Pas encore. Je peux le faire là vite fait. En soi, je pars du principe que si les US chutent, tout le monde chute, hein. Mais je peux regarder la courbe de taux, quand tu dis la courbe de taux US sur le marché européen ou la courbe de taux européenne sur le marché européen? Parce qu'il y a aussi ça, hein, on a aussi notre propre courbe de taux. Après, le problème, c'est que l'économie européenne est une économie forcément splittée, hein. On peut regarder France, machin, etc. Après, le problème, je crois pas qu'on ait autant de... ouais. On n'a pas autant de trucs, mais typiquement, si on regarde ça et on regarde c'est quoi, c'est FBS 120. C'est quoi les fonds européens? Je ne me rappelle même plus. Tu vois, je regarde tellement peu l'Europe. US sur EU. Tu regardes quoi? Le CAC 40, le DAX, même plus. C'est quoi le ticker européen? C'est pas le FBS? SBF. J'ai un trou de mémoire. Stocks, ouais, le Stocks. Tac, Stock 50. Ouais, le problème c'est qu'effectivement, il n'y a pas. C'est un peu chiant de trouver les faits, hein. Après, il faudra aller voir plus en détail, hein, mais si on regarde vite fait. Merde, pourquoi je l'ai supprimé? Tac, tac. Donc on peut voir
Ah, tu vois, c'est marrant, c'est pas du tout pareil dans le sens où à l'Europe, on passe, euh, on est presque jamais passé en dessous des zéros. Il y a que là, historiquement, quoi. Parce qu'on s'est complètement fait avoir au niveau des, enfin, les taux étaient tellement bas et on s'est absolument fait avoir par la montée de l'inflation. Mais typiquement, en fait, on n'arrive pas autour de zéro, mais c'est à peu près le même délire qu'une fois qu'on est à zéro, les rendements après sont rarement bons, quoi. Et le timing pour acheter, c'est justement quand les taux sont tout en haut, hein. C'est à peu près la même philosophie, hein. De toute façon, je veux dire, tous les taux se suivent entre guillemets entre les pays. Il n'y a pas de doute. Mais, euh, mais moi, je reste quand même beaucoup plus sur le benchmark européen, américain. Je veux dire, une fois que j'achèterai l'Amérique, j'achèterai l'Europe, j'achèterai l'Inde. Faut pas se mentir, hein. On a le MSCI World. Les US, c'est 75% du MSCI World. Je veux dire, les marchés vont faire pareil que les Américains, hein. Donc voilà. Donc voilà, on peut avoir justement ces éléments pendant un an qui tuent le marché, hein. Donc pendant 1 ou 2 ans, on souffre. Un bon bear market, mais version US aussi, hein. Donc vous imaginez potentiellement la destruction de valeur aussi du côté crypto. Et les gens vont dire, bah c'était l'exit pump, on va aller à zéro, etc. Les institutionnels nous ont vendu dessus. La réalité, c'est que rien n'a changé. Le BTC chute parce que les gens chutent, parce que les US chutent, et juste parce que les gens font margin call, hein. Donc ils ont besoin de liquidité, ils ont besoin de vendre. Donc les prix ne font que chuter, hein. C'est CQFD. Donc ça pourra potentiellement créer des opportunités énormes, hein. Donc forcément, il y a des gros pocs de volume ici. Donc toute retouche à ce niveau-là, ça sera intéressant à racheter. Maintenant, est-ce qu'on n'ira pas? J'en sais rien. Là, pour l'instant, on va regarder les prochaines monthly, hein. Bon, la monthly qu'on a à l'heure actuelle n'est pas dingue. Bon, on n'est que le début du mois. Mais tout ça, c'est quantifié que dans le cas où les US rentrent vraiment dans un cycle de ralentissement ou autre. Maintenant, si on est quand même dans le cas comme dans les années 90, mini-récession avec une accélération derrière, même pendant la mini-récession, le S&P a fait moins. Donc un petit -20 pour calmer les gens et pour leur faire flipper. D'ailleurs, on fait machine à billets, etc. Le BTC, pareil, on fait un -20, le BTC, il tousse un coup, il se retrouve ici, tu vois. Et c'est les prix qu'on y était, je sais pas, il y a à peine début de l'année, hein, ou année dernière. Donc, je veux dire, s'il y a des prix qu'on doit revoir, pour moi, ça ne change absolument rien. Je veux dire, à l'actif en lui-même, ce sera pour moi juste des opportunités d'en racheter encore plus bas, d'en racheter à des prix plus bas. Parce qu'en fait, je répète ce que je disais un peu, j'ai écrit sur Discord, dans le sens où on a une direction claire. La direction claire est que les États vont ne faire que s'endetter parce qu'ils sont dans une boucle de dette infinie. Donc si on regarde, je sais pas s'il y a un truc overtime. Donc on a une courbe d'endettement des différents pays. Le Japon étant forcément celui qui a tout explosé. Mais encore là, on s'arrête en 2022, donc on devrait être un peu plus haut encore. Mais la tendance est claire. La tendance est claire dans le sens où à l'époque, en 90, 80, on respectait. C'était quoi déjà bon, il n'y avait que l'Italie qui respectait rien. Mais il y avait le plan en Europe, tu n'avais pas le droit de t'endetter à partir d'un seuil. C'était, je pense qu'un de vous l'aura. En tout cas, il y avait une loi qui interdisait justement que les pays s'endettent à hauteur d'un seuil. Bien sûr, cette loi n'est absolument plus respectée. Et on se retrouve forcément avec, depuis les années 2007-2008, avec des dettes qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent. Et même pendant les périodes où c'est pas la crise, hein, on continue de faire un déficit pour pousser l'économie à croître, à croître, à croître, à croître. Donc pour moi, cette tendance, elle ne va faire que continuer parce que on peut pas, en fait, on peut pas, les pays ne peuvent pas se permettre d'avoir des périodes de décroissance pendant trop longtemps. Je veux dire, à l'époque, je veux dire, on laissait faire les choses. Maintenant, c'est plus le cas. C'est la course à la technologie, c'est la course à l'armement, c'est la course à la perf. Donc il y a une compétitivité qui se fait en permanence. Je veux dire, là, à l'heure actuelle, l'Allemagne n'emprunte absolument pas au même niveau, hein. Et ça se voit dans leur économie. Leur économie ralentit fortement. Il y a des problèmes en plus. L'économie allemande est extrêmement industrialisée. Le marché de l'auto va extrêmement mal. Volkswagen va extrêmement mal. Et ça se fait ressentir sur l'économie. Et donc forcément, en fait, à partir du moment où une économie va mal, les politiciens ont du mal à faire que les gens soient contents ou autre. Donc c'est un cercle vicieux dans le sens où à la fin, c'est celui qui court le plus gros déficit qui gagne. Après, c'est de courir de façon intelligente, hein.
c'est que tu commences à faire du 15% comme le faisait le Japon pour sauver son économie. Bon là, tu t'es un peu fusillé, tu t'es un peu tiré dans le pied dans le, enfin, tu t'es un peu tiré dans le pied plutôt. Mais pour moi, les dettes ne font que vont faire que croître. L'inflation potentiellement avec, sachant que l'inflation permet déjà d'avoir de la croissance, même si c'est artificiel, mais permet aussi de réduire les dettes. Donc tout ça, en fait, va faire que pousser des actifs qui sont en capacité de performer par rapport à une monnaie. Typiquement, quand on court des grosses dettes comme ça, c'est juste qu'on fait en sorte de debase notre monnaie. Donc je ne sais plus le terme en français, mais en tout cas de faire en sorte que le pouvoir d'achat de 1 euro ne fait que diminuer. Qui a un nom, je sais plus. Une dévalorisation des monnaies pour justement artificiellement faire croître l'économie. Donc c'est ce qui tue le pouvoir d'achat. Hein. Et c'est ce qui fait permettre au marché financier d'exploser, ce qui fait permettre à l'or d'exploser. C'est-à-dire c'est pas pour rien que l'or est à son all-time high et que ça va sûrement continuer. L'or, le BTC n'est que de l'or digitalisé, donc il va plus vite, tout va plus vite, donc potentiellement il y aura des cycles beaucoup plus rapides que l'or. Et l'or en soi, quand vous regardez objectivement, on dirait que c'est du BTC. Hein. C'est un énorme cycle de croissance, gros pullback qui détruit tout le monde, ça stabilise et ça renvoie un cycle. Je veux dire, si je vous le mets en logarithme, un logarithme c'est ça. C'est juste, plus là c'est l'ex début des ETF, je crois dans les années 70. Mais c'est typiquement, vous mettez ça en daily, etc. Vous me dites, c'est du BTC à l'époque. On dit les courbes de BTC à l'époque, quand c'était dans justement les années 2015-2014. Et pourquoi juste parce que à partir du moment où tu dévalorises les bourses currency, tu as des actifs qui vont extrêmement bien performer en face. Donc tout ce qui est versus le dollar, hein, vu que le dollar va baisser, tout ce qui est gold, tout ce qui est BTC, pour moi, ce sont des actifs qui vont extrêmement bien tenir dans le temps, parce que les politiques des pays ont décidé justement de faire du quoi qu'il en coûte en permanence. Donc ils détruisent le pouvoir d'achat de tout le monde au profit de la croissance de l'économie et la croissance, on va dire quand même des ceux qui peuvent permettre d'être réinvestis, de prendre énormément de dettes. Hein. Donc ça va être le top 1%, ceux qui ont énormément, on va dire, investi sur les marchés financiers sont les premiers récompensés par le fait qu'on court un déficit monstrueux. Quoi. Donc voilà. Donc tout ça pousse à faire en sorte justement d'avoir des actifs qui performent extrêmement bien. Donc BTC, Gold, etc. Ceci étant dit, si le S&P à la fin fait moins 20%, bien sûr que le BTC peut faire moins 60% derrière. Et ce que je veux dire, c'est que ça ne va rien remettre en cause l'actif en lui-même. Donc voilà. Ça, je sais pas si vous avez... Le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB, la dette publique ne doit pas... Voilà, c'est ça. Et ça, c'était les impacts, normalement. Il y a le nom, justement. Le traité européen, il y a un nom sous le traité. Maastricht, voilà. Le truc de Maastricht, où les déficits publics ne doivent pas dépasser 3%, et on ne doit pas s'en dire autour de 60%. Donc autant dire que personne ne le respecte, à part le seul qui le respecte. Hein. On a vu l'Allemagne. Donc c'est le seul bon élève. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, ils nous tapent sur les doigts. La France, elle est mauvaise, etc. La réalité, c'est que tout le monde le fait. Il n'y a que eux qui ne le font pas. Et seulement, ça leur fait pas plaisir parce que nous, on a une croissance, eux, ils en ont pas. Ils vont dire, oui, mais nous, on a une croissance plus saine. Mais à la fin, ce que les gens regardent, c'est la croissance. Hein. Donc voilà un peu pour ça. Je savais même pas que... la Suisse est endettée qu'à 14%. Toi, je sais même pas. Là, c'est des pays, Norvège, etc. Bon, après, c'est des pays, justement, qui n'ont pas des dépenses publiques, je pense, beaucoup plus aussi hautes qu'on peut l'avoir, nous, en France, en tout cas. Voilà un peu pour ce point-là. Donc la stabilité de la croissance, c'est la stabilité du déficit. Ça, c'est sûr. Déficit France. Donc, les déficits France, les programmes de stabilité, des chartes là. Parce que j'avais déjà vu des évolutions des taux d'intérêt sur les comptes de l'État. Donc, ça, on s'en fout un peu parce qu'effectivement, si les taux d'intérêt montent, le déficit va nous coûter encore plus cher. Je voudrais juste voir s'il n'y a pas. La période centrale demeure celui d'une sortie progressive de l'inflation sans récession permettant de recourir à la croissance plus nette. Bon, ça classique, hein. Il prévoit un soft landing, hein. Il ne faut pas dire le contraire. C'est l'hypothèse d'une réduction sensible du déficit budgétaire ramenée vers 4% en 2026. Ok, oui, bien sûr, 4,6. Et à l'heure actuelle, il semblait. Déficit. Il semblait, j'avais regardé. Le mettre sur Sarkozy, Hollande, projection. Ok, la projection c'est ça. Après, je sais pas si c'est la projection officielle. FMI, voilà, SIC. Hein. Officiellement, on prévoit ça. Officieusement, le FMI dit que ça va plutôt faire ça.
Et la réalité, c'est que ça va clairement faire ça. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais expliqué sur Twitter de ce truc-là, c'est que euh, on se cache même plus du côté déficit. C'est que les projections, il y aura clairement du yo-yo. Et se compare sur du 5% minimum, 5% à 9% en 2050 de déficit. Donc forcément, autant de déficit permet de maintenir une croissance, permet d'avoir de la croissance artificielle, hein, parce que forcément, tu dévalorises la monnaie et en plus, tu incites à avoir de l'inflation. Donc, ça stimule encore plus la dévaluation de la monnaie. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est important justement d'avoir des actifs versus dollar, qui est, on va dire, la triade parfaite pour ce genre de choses, c'est le S&P, le BTC et le gold, quoi. Tout ce qui est tout ce qui est capable en fait d'amortir la dévaluation des monnaies. Donc les marchés financiers, il n'y a aucun doute, surtout le S&P, que plus tu dévalues la monnaie, plus la croissance est forte, quoi. On met peut-être pas en logarithme, mais voilà un peu pour ce cours, sur en tout cas mes projections à moi. Donc ça ne fait aucun doute que l'inversion de la courbe de taux va faire des dégâts. Maintenant, la seule chose qu'il faudra avoir en tête, c'est de racheter les pullbacks à partir de moins 20%. Et comme je dis, le maximum c'est moins 50, mais pour moi, il n'y aura jamais une crise comme on aurait pu l'avoir en 2008. Donc, vous achetez la MM200 si on y revient. Et ce que je dis, c'est qu'effectivement, si on revient à la MM200, bon, sur la S&P, vous êtes, bon, je peux pas racheter moins 20%, c'est pas grave, on va remonter. Le BTC, si on fait effectivement 20 sur les US, ce sera moins 50% sur le BTC. Effectivement, là, c'est beaucoup plus dommage, on va dire, de ne pas être capable justement de pouvoir acheter les dips, les actifs risqués comme ça. D'où le fait qu'il faut pour moi avoir quand même une poche de liquidité à côté. Le BTC n'a jamais traversé de véritable récession, le Covid ne compte pas, et je verrais bien sub 20 si les US passent en récession. Bien sûr, comme c'est fédéral en Suisse, il suffit des déficits. Ouais, bien sûr, c'est vrai. J'ai besoin d'un vrai bull run. Non, mais on sera toujours en permanence dans un vrai bull run. Maintenant, un bull run ne peut pas passer par un moins 20%, quoi. Je veux dire, moins 20% sur les US et moins 50% sur les cryptos. Mais ce sera juste des pullbacks à acheter. Je veux dire, ce sera pas la fin du monde. Hein. Et si c'est vraiment la fin du monde, bah, je veux dire, j'ai well play. Hein. L'argent que vous aurez sur le S&P ou sur le BTC, vous aurez beau dire, ah ouais, mais les gars, j'ai 2 BTC, ça paiera pas les canettes qu'il faudra trader. Vous serez plus en mode trade des munitions et des canettes que d'acheter du Atom ou du Avax, quoi. Voilà. Mais je dis, en fait, la courbe de taux, voilà, c'est quelque chose qui s'est pas produit depuis 15 ans. Une vraie récession, c'est pas produit depuis 15 ans. C'est tout à fait normal qu'on en vienne forcément. On vivra forcément une vraie récession de notre vivant. Maintenant, si c'est demain ou dans 2 ans, soit. Mais dans le sens où c'est pour ça que n'y a pas de souci d'avoir quand même un peu de cash sur le côté pour se permettre de racheter, quoi. Vous avez vos cash sur le côté et vous pouvez continuer votre DCA tous les mois, tu vois, c'est ce que je fais. J'ai mon cash sur le côté, mais tous les mois, je rachète quand même les indices parce que c'est mon DCA. Et j'ai quand même justement ce. Oui, alors effectivement, ce que je disais un peu dans un tweet aussi, c'est que BTC fait moins 50, ETH fait moins 60, moins 70 facilement, Avax, Atom, etc. Mais peut-être que vous serez capable d'acheter sur les mêmes prix que Az avait acheté à l'époque, hein, et des 3, etc. Maintenant, si vous croyez dans le projet, j'ai envie de dire, ce sera le moment. Hein. Atom, peut-être, effectivement, vous pourrez avoir des valeurs en dessous du Covid. Hein. Donc avoir un Atom, effectivement, en dessous on est déjà à moins 80%, donc vous serez capable de vous remanger à moins 90 aussi. Hein. Donc après voilà, vous achetez ce que vous croyez. Hein. Moi je dis, il y a 3 choses que je crois, le BTC, le S&P et l'or. C'est vrai que j'ai pas d'or dans mes actifs. Mais voilà. Après aussi, il faut se dire, si on a une récession sous Trump, Trump va faire tout pour pas avoir de récession, ou que la récession ne dure pas longtemps. Hein. On va dire, il va commencer à faire un bras de fer avec les membres de la Fed pour gigapump le marché. Je veux dire, c'est pas sous Trump où l'économie va aller mal. Hein. Clairement, il va vouloir pousser l'économie à mort. Le président ne peut pas lui seul contrer une récession si une récession se fait. Par contre, il peut clairement amortir en augmentant le déficit du pays, en augmentant la pression monétaire. Mais bon, pour moi, il n'y a aucun doute que Atom, ça ira sous 3, on va pas se mentir. À moins que le BTC remonte des gros signes de force, que j'en doute. On a des slow grind comme ça, tous les slow grind BTC, c'est tellement pire, parce que là, on slow grind, on a une dominance qui est assez flat. Si la dominance commence à refaire un coup de rein vers le haut, avec un BTC qui fait un petit moins 1%, je veux dire, les alts, ils vont encore se prendre moins 10 ans de trucs dans le. Donc,
Trump, c'est notre Messi. Bah, en tout cas, c'est le Messi, hein, on traite beaucoup de Messi pour les cryptos, parce qu'effectivement, tout ce qu'il a pu dire, qui au passage a marqué le top du BTC. Hein. Je crois que la conférence c'était le pico top du marché, peut-être là plutôt. Mais c'est sûr qu'en tout cas, il permettra forcément un quoi qu'il en coûte beaucoup plus violent. D'où le fait qu'il ne faudra pas s'attendre à avoir des prix moins 30, moins 40 avant d'acheter, et qu'il ne faudra pas hésiter à acheter déjà à moins 20, moins 30. Clairement, j'aurai pas le bottom, vous aurez peu de chances d'avoir le bottom. L'intérêt, c'est d'acheter des prix extrêmement attractifs. Si c'est encore plus attractif après, bah, soit on aura nos DSA pour acheter, soit vous contractez un énorme prêt à la banque pour ligne le marché. Quoi. Mais bon, je t'avoue que c'est pas forcément un margin call comme ça. Une hypothèque sur la maison. Je sais plus c'était qui avait fait ça à l'époque. Ah non, c'était un prêt étudiant. Comment ça s'appelle déjà CCM, j'ai oublié CM Cryptomatrice qui avait fait ça à l'époque sur fil. Il avait pris un prêt étudiant. Il avait mis son prêt étudiant à l'époque à 3000. Bah, ça lui a réussi. Hein. Mais je me rappelle à l'époque, il traînait encore sur pays. Si, il y a un mec qui avait hypothéqué sa maison. Ah oui, non, mais ça, sur les médias, on va en voir. Une fois que, on va dire, la mer s'est retirée et qu'il y a une récession, on fait un petit moins 20, moins 30, on va voir un peu qui est à poil et on va voir des beaux trucs sur Twitter ou sur Wall Street Bet. Hein. Ça, c'est clair. Tant que le scénario que tu as vécu depuis 5 minutes, tu viens d'arriver, c'est dans l'hypothèse d'une récession, c'est ça. En fait, pour moi, qu'importe le scénario. En fait, je parle d'un scénario du retournement. Je peux la remettre. Hein. Le retournement du 10 ans, 2 ans, 10 ans, 2 ans. Si ce retournement il se fait, qu'importe si récession ou pas, on se tape quasiment en moins 20%. À l'époque en 90, ah oui, il n'est pas jusqu'en 90. Oui. En 90, on l'a fait, il s'est tapé un mini dump. Officiellement, il y a une récession. Officieusement, c'était pas une récession où ça a vraiment fait énormément de dégâts sur les marchés. Mais on s'est tapé un moins 20 à l'époque. Tout ce que je dis, c'est le moment pour all-in, prendre beaucoup plus de risques, c'est qu'une fois que la courbe de taux arrive sur ce niveau-là, donc arrive à se repentifier totalement, où en gros les taux courts sont nettement inférieurs, le rendement des taux courts sont nettement inférieurs que le rendement des taux longs. C'est normal, hein. Normalement, dans un monde où une économie va bien, un truc comme ça, tu as la courbe de taux, elle est comme ça. Plus tu empruntes, tu as le temps, là tu as le rendement, c'est pas terrible. Plus tu empruntes dans le temps, plus tu es censé avoir un rendement ou un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. À l'époque, comme je dis, hein, ça c'est la courbe normale. Et je peux avoir une gomme. Et en soi, à l'heure actuelle, on est comme ça, la courbe est comme ça. Donc pas dingue le timing pour vraiment décaler sa maison et all-in quoi. Quitte à all-in, c'est quand tout le monde est mort quoi. Donc là, clairement, tout le monde n'est pas mort. L'économie est clairement en contraction. Donc pas le moment où il faut justement prendre full risque, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rester comme je dis. Hein. C'est pas deux poids deux mesures. Hein. C'est pas parce que effectivement je dis qu'il faut être défensif que ça va potentiellement mal, qu'on va faire moins 20, etc. On peut se mettre tout vendre. On peut complètement ignorer, on peut faire une first time soft landing, aucun problème, tout remonte, hop, il n'y a pas de dip. La réalité, c'est que tout peut se produire sur les marchés. On regarde historiquement, mais les performances du passé n'influent pas sur les performances du futur. Même si c'est de la macroéconomie, c'est joli pour paraître intelligent et faire des politiques, des argumentaires sensés. La réalité, c'est que le marché financier fait ce qu'il veut à la fin. Je passe historiquement, on fait moins 20. Il y a une repentification. On peut avoir un cas où effectivement, en fait, on ne repentifie pas pour l'instant, on reste stable, un peu comme on a fait à l'époque, hein, ici. On est resté stable au niveau des zéros. Et après, effectivement, qu'on a lancé le truc, on a fait un moins 20, mais on peut faire le moins 20 plus tard. C'est possible. La réalité, c'est qu'on verra sur les. C'est pour ça que c'est extrêmement important maintenant. On est tellement à la frontière entre on est en récession, on n'est pas en récession, que maintenant les données économiques sont le plus important qu'elles ont pu l'être depuis toujours. Quoi. La fait fait moins 25, 50, 50, en soi, ce sera juste quantifié par les data économiques. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Mais voilà un peu quoi. Effectivement, on peut avoir un truc où l'économie reste stable comme à l'heure actuelle, on se normalise, par je ne sais quel miracle, ça tient pendant 1 an ou 2 ans. Et effectivement, on aura forcément un moment où on fera moins 20. Hein. C'est normal d'avoir une économie qui grossit, une économie qui se contracte, une économie qui grossit, une économie qui se recontracte. Maintenant, ça peut encore stabiliser. Ça fait 16 ans qu'on ne s'est pas produit ce qui va se produire. Donc, de récession et une repentification en passant par zéro. Donc, on peut encore mettre 2 ans de plus, ça peut être début 2025. Pour moi, on reste quand même assez close.
C'est pour ça que j'ai commencé à être en mode défensif. Maintenant, ça peut durer plus longtemps, quoi. Mais même si ça dure plus longtemps, dans tous les cas, à part le S&P, bon, le S&P a une tronche plutôt pas mal. Bon, là, on est en train de faire un pullback en weekly, donc c'est pas dingue. Enfin, on fait une weekly un peu dégueulasse, donc bon, soit. C'est plus le BTC, typiquement, je veux dire, il n'y a rien de bullish sur le BTC. Je veux dire, il fait une tronche, c'est pas horrible non plus, hein. Mais il n'y a pas de setup où je suis en mode OMG, discount, j'ai pas envie d'acheter parce qu'on va peut-être récession, etc. C'est pas. Ici, il y avait des raisons pour ça que tout le monde allait mourir sur les marchés financiers classiques, mais le BTC était déjà à 16K. Là, on est dans le contexte où, ok, potentiellement, on va potentiellement se prendre une grosse start. Le BTC est à 58K. Il n'y a pas de discount, entre guillemets, à acheter à l'heure actuelle. On peut tenir en 2025, commencer à parler sur BTC, et faire du bull run pour coller à ça. Oui, 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 ça pourrait très bien. Ça peut. Attends, je t'ai mute, je sais pas pourquoi à l'époque. Tu peux te mute toi-même. Mais en soi, oui, oui, on peut clairement faire ça. Je veux dire, comme je dis, tout est possible sur les marchés, il n'y a aucun doute. Je veux dire, on est tellement à la limite que j'ai envie de jouer avec le feu, en fait. Ça me dérange pas de jouer avec le feu quand. Ça me dérange pas de jouer avec le feu quand. Ah oui, c'est parce que je suis en logarithme. Ça me dérange pas de jouer avec le feu quand on est en dessous et tout ça. Avec le feu quand on est ici, il n'y a aucun doute, hein. Donc ici, il n'y avait aucun problème. Maintenant, on est tellement sur la frontière du 0% que si on maintient des weekly ou des daily au-dessus de 0, ça sera clairement potentiellement beaucoup trop. Alors, une fois, ça sera extrêmement rapide, une fois que ça se déclenche, hein. Parce que je t'entends vite fait, mais je pense pas que tu parles. Et oui, voilà, c'est purement hypothétique, que ce soit ton scénario ou le mien, c'est hypothétique. Je dis juste que moi, il y a des phases où je suis full all-in, il y a des phases où je suis défensif. Pas full all-in ici parce qu'il y a plus de raison pour moi l'être. Les rendements sur les actifs vraiment en décote, il n'y en a plus. Je peux te sortir, il y a Warren Buffett qui prend ses profits, ça veut dire qu'on veut se cracher, qui serait un argument complètement fallacieux parce que ça peut très bien, il peut très bien se tromper aussi, hein. Je crois même que le cash qu'il a raised, liquidité par rapport à ses actifs en portefeuille, c'est même pas au terme de pourcentage, quoi. Pourcentage de cash versus equity. Je crois qu'il est dans la moyenne, il n'est pas du tout en mode vas-y, full récession, quoi. Il est juste en mode défensif. Donc j'applique aussi ce mindset-là. Et surtout, c'est la question, c'est quoi? La question que tu vas te poser, c'est ok, que je laisse 30% en cash. Est-ce que je laisse 30% en cash qui vont me servir à que dalle, hein, et encore, tu peux le mettre à 3% sur les 3% ou trouver d'autres combines pour avoir des taux de rendement un peu meilleurs. Mais avec ces 30% de liquidité, est-ce que c'est vraiment les dégâts de mon portefeuille ou les dégâts psychologiques? Ok, je gagne pas 30% de mon portefeuille de 57 à 100K. Allez, on va dire qu'on monte à 120 sur ce cycle-là. Donc tu fais x2 sur ton 30%. Est-ce que tu préfères ça que potentiellement demain on fait moins 70 et tu es incapable de racheter du BTC à 20 derrière, va monter à 400K derrière, en fait. Et c'est ça, tu dois te poser la question de soit vraiment tu t'en fous, tu veux tout le temps être maxé BTC, alt, je n'en parle même pas, hein. Moi je te parle littéralement que de BTC. Se maxer le BTC et avoir 20% cash pour acheter les 20 ou 30% cash pour acheter les dips, il y a vraiment des gros problèmes parce qu'il y a des risques d'avoir des problèmes, ou alors vraiment tu veux surfer la vague, toi il n'y a aucun souci, continuer d'être investi et de surfer jusqu'au bout les 120K. Pour moi, aucun intérêt parce que du coup tu achètes sans stop loss, hein, parce que même si ça continue à dire, bah, tant que pas eu de shit is the fan, tu vas pas cancel tes ordres. Pour moi la question c'est ok, je préfère être, maintenant il y a beaucoup de risques, je préfère avoir 30% de cash, attendre ce qu'on appelle un peu les fat tail trades. C'est des trucs qui se produisent extrêmement rarement, des récessions, des Covid, etc., et d'être capable de les acheter. Typiquement, pas si moi ça a été le cas des autres, etc., quasiment 90% de mon argent est fait sur des fat tails. C'est-à-dire, c'est d'être capable d'acheter violemment quand il y a des endroits où ça a été extrêmement violent. Donc je savais qu'effectivement, j'arrivais à des niveaux de décote qui n'avaient aucun sens. Les marchés avaient extrêmement souffert, j'avais des signes justement que, on va dire, tout le monde était mort. Et donc ça m'intéressait à acheter. Je ne vous cache pas que 2022, je ne l'ai pas acheté à des bourrins, je rentrerai plus tard. Et à l'heure actuelle, je suis dans cette situation-là où pour moi il y a des risques. Donc j'attends le fat tail. Le fat tail, c'est le BTC fait un gros dip, je suis capable de le racheter, quoi. Ce que tu m'écris, c'est fait pour que ça colle avec les autres cycles. Ouais, non, mais pareil, les cycles, le BTC, certes, mais en fait, on s'en fout des cycles quand il y a des arguments financiers. Enfin, le BTC, c'est juste du S&P sous drogue. Donc, ça dépend, voilà, c'est pas S&P, quoi.
Après, aussi les taux qu'on commence à voir en banque n'invitent pas au risque non plus, on commence à revoir les... Ah mais voilà, fin 2022, fin 2020 était à zéro lors du précédent. Fin 2020 était... Oui, non mais c'est sûr. On n'aura pas, clairement pas de taux à zéro de nouveau, hein, même si on est en récession. Les taux à zéro étaient un peu... même taux zéro, on était même tombé négatif, je crois en Allemagne, etc. Hein, donc c'était une ineptie. C'était vraiment pour stimuler l'économie, parce on rentre en déflation, quoi. Là, j'ai doute qu'avec les... En fait, on risque pour moi, c'est un de mes scénarios, hein, pendant les 10, 15, 20 prochaines années, on aura toujours des éléments macroéconomiques qui vont influencer sur les prix du carburant, prix des microprocesseurs, prix des différentes choses, qui font que ça va stimuler guerre ou autres, qui vont stimuler l'inflation. Ce ne sera pas l'inflation en mode oh les gens consomment trop, etc. Ce sera l'inflation de la supply chain n'est absolument plus capable d'être comme elle était en 2015, 2016, 2017 où vraiment aucun problème dans le monde, enfin, aucun problème dans le monde. Économiquement dans le monde, on s'achetait tout, il n'y avait pas de souci. On va rentrer plus dans le truc de compétitivité, mettre des tarifs, bloquer la production de pétrole, bloquer les transferts des biens, des échanges de biens. Donc ça influencera sur l'inflation et donc il ferait que les taux ne seront plus de retour à zéro, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc un peu plus tard, donc on pourra en parler sur... Voilà. Tout ça pour dire que il faut toujours buy the dip. Ça c'est un peu ce qu'on disait, ce qu'on échange Conslit en MP. Si tu veux, tu peux remettre la vidéo que je mets souvent, que je survois souvent. C'est le cas. Pour autant, acheter le dip, faut du cash, hein. Donc c'est votre choix. C'est pour moi psychologiquement. Si demain on a une énorme décote, est-ce que tu peux regarder dans le miroir et dire ok je peux pas acheter parce que j'ai plus de cash? Parce qu'après là ça va commencer à être des problèmes. Ok, il faut que j'emprunte. Ok, il faut que il faut que je bouffe que des pâtes ou des yum yum pour économiser, pour investir, etc. Ça devient un peu drastique, quoi. Ça dépend de ton âge, mais si tu as des gamins ou autres, tu dis à tes gamins, bon, on va manger des petits pois jusqu'à tous les jours parce qu'il faut qu'on économise, c'est pas dingue, quoi. Ce sera pas à ce moment-là qu'il faut dire qu'il faut faire des économies, quoi. C'est avant qu'il y ait des problèmes qu'il faut créer une réserve, quoi. Donc, voilà pour cette question. Donc, je te laisse dire ce que tu voulais dire. Il y avait Awinash, tu m'avais dit pour. Ah oui, il est parti, mais j'avais acheté le deal de Robinhood. Je crois que j'en avais déjà parlé, donc c'est une boîte qui me plaît énormément, donc ça on pourra refaire un live, etc. dessus. C'est une boîte, mais après pareil, hein, c'est des boîtes, ça se trouve, je vais faire, vu que j'avais acheté vers les 16, 17, j'ai déjà mis mon stop à BE, et s'il y a une récession, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème qu'on aille vraiment les taper fortement. Ça ne fait aucun doute. Donc voilà, donc cette aussi, j'imagine pour YouTube, ça va être un peu un bordel parce qu'il n'y a pas de. J'ai un peu switché entre BTC et S&P en boucle. Il n'y aura pas de séparation précise, mais comme ça. L'Inde aussi, l'Inde c'est pareil, hein, moi ça m'intéresse énormément pour acheter. D'ailleurs, on fait un moins 20, moins 30 sur les marchés financiers. On fera sûrement un moins 30, moins 40 sur l'Inde, hein. Pour moi, ça reste des marchés extrêmement bons à acheter. On a l'ami Cons qui va critiquer l'Inde parce que blablabla, les US iraient mieux. La réalité, c'est que l'Inde, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi, en termes de rendement. C'est exactement pareil que les US. Ça dépendait pas depuis le Covid. Le Covid, ça a accéléré, donc on est sur pareil au même. Maintenant, effectivement, quand tu regardes historiquement, c'est pas le S&P est beaucoup mieux. En 2013, forcément, l'accélération forte des US et tout. Tellement aucun doute là-dessus, hein. On est sur du 120 sur les US, sur l'Inde et 300 sur les US. Maintenant, depuis le Covid, ça accélère fortement la croissance en Inde. Donc à l'heure actuelle, on est même mieux. Justement, cette continuité. Donc ça m'intéresse justement, en plus de me pondérer pour enfin dans un marché qui performe bien et qui est, on va dire, décorrélé des US, parce qu'on va pas se mentir, on reste quand même sur une grosse corrélation, mais on va dire que c'est autre pondération dans un pays émergent qui m'intéresse, quoi. Et aussi, on avait parlé de la Thaïlande aussi. Je suis pas allé checker, il faudrait que je le fasse. La Thaïlande et je sais plus quel autre pays on en avait dit, qui est potentiellement intéressant en termes de croissance. Par contre, d'un point de vue fondamental, comment se fait-il que les marchés baissent si les taux diminuent alors que ça permet aux entreprises d'emprunter moins cher et donc de logiquement dégager plus de bénéfices? En fait, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Parce qu'en soi, on parle des taux d'intérêt court terme, en fait, hein. Typiquement, la hausse, enfin, la courbe, pour remettre ça. Pour que ce soit un négatif, hein, faut que ce soit les taux courts, donc 2 ans, soit supérieurs aux taux 10 ans. Donc quand les taux 2 ans sont supérieurs aux taux 10 ans, il n'y a plus d'intérêt, en tout cas pour les boîtes, emprunter. Comment schématiser ça pour mieux comprendre?
C'est ça, ils sont incapables justement augmenter leur emprunt au niveau sur les taux 2 ans, donc sur les taux courts, parce que les taux courts deviennent extrêmement chers, hein. Ils sont même plus chers que les taux de refinancement sur 10 ans. C'est des périodes où justement, fait exprès, hein, les taux 2 ans montent parce que la Fed a décidé de les monter, et pourquoi elle a décidé de monter? Parce que l'inflation est forte, donc ils ont besoin de ralentir l'économie. Maintenant, une fois que l'économie est ralentie, on va se mettre à baisser les taux. Une fois que la récession arrive, les taux vont baisser, que ce soit les 2 ans ou le 10 ans. Ils vont tous les deux baisser, ce qui va permettre, comme tu dis, aux entreprises de reprendre des emprunts du marché et de payer les employés et de payer, on va dire, l'investissement. Mais pour l'instant, elles sont incapables d'investir parce que les taux, à l'heure actuelle, sont beaucoup trop hauts. Les gens regardent sur leurs maisons aux US, c'est du 7%. C'est un spread de taux, hein, c'est pas les taux en eux-mêmes. Donc ça, c'est comme je dis, hein, le schéma, c'est quand la courbe de taux est comme ça, c'est que la Fed veut ralentir l'économie. Quand la courbe de taux est comme ça, c'est que là, on est dans une économie normale et qu'il va y avoir de la croissance. Il n'y a aucun problème dans l'économie. Il n'y a aucun problème sur l'inflation. Voilà. Mais là, à l'heure actuelle, les entreprises, en plus, ça se trouve, elles ont emprunté à court terme à 2%. Maintenant, la courbe de taux, elle est devenue comme ça. Ils devraient emprunter ce qu'ils payent à 2% en 5%. C'est extrêmement complexe de rouler leur dette. Donc ils arrêtent de financer, remboursent même leur dette. C'est pareil, hein. Les seuls qui ne se remboursent pas et qui continuent d'emprunter en boucle, c'est les pays, hein. Ça ne fait aucun doute. Et c'est pour ça que plus tard, il y aura sûrement un problème de dette des pays. Pour l'instant, on va dire, c'est pour moi le scénario bulle de dette et tout va s'écraser. C'est clairement pas pour ce cycle-là, quoi. Là, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Faites tous les actifs, etc. Si vous voulez, je peux faire vite fait une phase BTC. On peut faire vite fait là. Mais pour moi, voilà, il y a deux scénarios pour le BTC. C'est qu'effectivement, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le S&P avait ultra bien rebondi, montré une grosse force dans les dernières semaines, et le BTC n'en a pas pu profiter. Maintenant, à l'heure actuelle, si le S&P commence à montrer des signes de faiblesse, on paye pas cher de la peau du BTC. Au niveau de la MM200, je devais la revisiter. On était dans un scénario un peu comme à l'époque, hein. Donc, comme ça. Donc on a fait le Covid mais on allait la revisiter. Donc pour ça, il n'y a aucun doute pour moi qu'on peut avoir une revisité au niveau des 30K. Question maintenant, après, ça dépendra des US si on va plus profondément pour remonter, quoi. Il faut pas être en mode. Je me rappelle à l'époque, pendant le Covid, ah ouais, on a clôturé la MM200 weekly en dessous du. On a clôturé, pardon, une weekly BTC en dessous de la MM200. Plutôt, c'est fini, quoi. Je crois que c'était la même discussion ici. C'était jamais arrivé avant. Donc les gens étaient en mode bon, bah, game over. Donc ça, bien sûr, ce genre de discours, c'est poubelle. La MM200 donne une tendance, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer en dessous. Tout maintenant qu'on devient extrêmement massif en termes de capitalisation. Bon, on n'est qu'à 2 ou 3 trillions, mais ça reste quand même massif par rapport à l'époque. Il n'y a aucun doute qu'on peut avoir des phases où on est pendant plusieurs mois en dessous de la MM200. Mais pour moi, ça reste quand même, comme les US, ça reste des moments où il ne faudra pas hésiter à acheter, quoi. Si on y va. Ça dépendra pareil, hein, de l'instant, etc. Pour l'instant, les monthly tiennent le coup. On avait fait ça, hein, le au-dessus c'est bon, en dessous c'est over. C'est plutôt pas mal. C'est bon, la BLX, ça n'a pas la même clôture. On va dire qu'on se met plutôt là. Toujours bon, quoi. Faudra voir les prochaines semaines, mais ça reste weak. Ça reste weak. On fait des rebonds à court terme, ravaler. Là, on peut être justement dans un schéma là, hein, qui on est en mode on fait chier le monde, on fait droite-gauche, et avant justement d'envoyer la tendance. C'est possible. Maintenant, vous savez ce que j'ai décidé de faire, moi. À vous de prendre votre choix, hein. Ça, je vais pas vous imposer mes vues. Je vais sûrement me tromper, comme je me trompe tout le temps. La question, c'est combien ça me coûte quand je me trompe, et quand je réussis, combien je gagne, quoi. C'est plus important, ce genre de setup là. On continue à pousser, on va à 120K, bah, j'aurai 30% en cash à côté. Et surtout qu'en plus, si on vraiment fait ça, on aura sûrement une alt saison, et je serai capable justement de potentiellement rentrer sur un ou deux alts, ou peut-être sauter sur le wagon de l'ETH pour quelques pourcents. Parce qu'effectivement, si on est alt saison, ça devient complètement débile. L'argent est devenu gratuit. Là, actuel, le seul argent gratuit qu'il y avait sur les marchés, c'est acheter le BTC FTX, et c'est tout, hein. Tous les alts se sont fait détruire. Il n'y avait pas de free trade. Le seul free trade qu'il y avait, c'était le BTC, hein. Donc c'est normal que la performance de vos portefeuilles ne soit pas forcément transcendante. Voilà, hein. Puis ETH, je veux dire, rien n'a changé depuis la dernière semaine. ETH, c'est pareil, hein. Et puis je vous dis forcément, si le BTC fait moins 30, moins 50, le ETH étant encore déjà faible,
aucun doute qu'il peut aller taper les 800, etc. Des soucis. Les gens vous diront ouais, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, etc. Tu sais, c'est que 1, tout est possible. Et 2, je vous dis pas que c'est ce qui va arriver. Je vous dis simplement qu'il ne faut pas s'étonner si on y va. Il ne faudra pas hésiter à acheter si on y va. Le TH, on est déjà allé 60% sous les MM200. Demain, on est 60% sous les MM200. On retourne à 1000 balles. Est-ce que ça veut dire que le TH sera mort? Non. Le TH pourra revenir à un niveau de valorisation par rapport au BTC comme avant? Peut-être. Moi, il y aura quand même, on aura des rebonds sur la dominance, parce que je pense quand même qu'il y aura toujours une repondération de la dominance vers le bas, en tout cas dépendant des cycles. Pour l'instant, ce qui est vraiment une crainte, c'est effectivement le BTC va à 120K et on a un bear market et la dominance est toujours à 60. Là, ce serait chelou. À l'heure actuelle, je veux dire, la dominance n'a rien de chelou. Le BTC fait son chemin, il latéralise et quand vraiment les ATH, c'est là que la dominance est censée chuter. Pour autant, maintenant, on l'a pas fait, donc c'est normal que la dominance n'en monte pas. Donc oui, un ETH à 800, etc., c'est totalement possible. Là, je serais capable de vous dire, oh, regardez, ABC, et puis là, boum, on vous acheter à 500, 700, 800, et boum, on va à 9000 pendant le prochain cycle. Voilà, on se fera un live comme ça, mais c'est des targets complètement faisables si BTC chute fortement et si le S&P aussi. Donc il y a beaucoup de si et si, c'est ça, c'est différents scénarios qu'il faut se mettre en place, qu'il faut se mettre en tête. Ouais. Alors attends, tu me montres un truc, je trouve ça très pertinent. Trendline c'est cool, des trendline, je trouve ça pas forcément plus cool. Mais effectivement, j'avais vu aussi effectivement je crois que c'est le Total 3. Je l'avais dessiné aussi vite fait. C'est ce qui m'avait permis de sortir de quelques alts. C'est qu'on avait un POC de volume ici à l'époque. Et sorti, on avait une trendline. Donc je rentre pas sur les alts tant qu'on la casse pas. Donc si tu regardes en 4 heures, etc., ça m'intéresse pas. Moi je te dis la vraie à regarder. Je regarde en daily. Et à la limite, est-ce qu'il y a un trade de cassure? À la limite, peut-être sur pullback. À la limite. La tienne, non, je suis vraiment pas fan quoi. Mais oui, ça comprime énormément. Donc, mais moi, je regarde en daily quoi. Je vais pas chercher des trendlines cadabra en 1 heure, etc. sur les totaux quoi. C'est trop, il y a trop de fake. S'amuser à ça. Mais t'as fait Total 3. Attends, t'as fait. Mais c'est Total 3 divisé par BTC. Total 3 divisé par BTC. Total 3 par BTC, c'est pas juste la dominance sans ETH. Mais du coup, c'est la force versus BTC. Oui, donc c'est bien ce que je dis, c'est juste la dominance sans ETH en soi. Si je fais Total 3, BTC. Ah, t'as la dominance inversée quoi. C'est ça. C'est juste. Donc, tu vois, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, de ce que je comprends, il n'y a pas d'intérêt. Là, c'est sans ETH quoi. Mais oui, c'est juste on le voit, sa dominance, c'est un grind up. Hein. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus qu'on va potentiellement casser. Mais ça, il y a des années, enfin ça fait des années, ça fait des mois et des mois qu'on dit que ça va casser et ça ne casse pas. Donc, et pour moi, ça ne cassera pas avec un BTC qui est weak. Ça ne fait aucun doute. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Les autres alts, je veux dire, c'est pareil. Je veux dire que je vous ai fait le Total 3, mais ça revient aux autres alts. C'est que on a fait des bottoms, à savoir sur le Total 3, donc à savoir si on va les chasser ou pas. Et si on va les chasser, bah, ce sera pour descendance du 13, 9. Mais pour moi, je le répète, si vous croyez au projet, je veux dire, ça ne va rien changer. Après, forcément, si, potentiellement, on va dire, la société derrière le projet peut faire faillite. Ça, après, effectivement, si la société n'a pas prévu faillite, mais si vous croyez vraiment au long terme projet, une récession et que Avax fait encore à moins 80%, ce sera juste potentiellement mettez ça à 10% en portefeuille derrière, c'est capable de vous imprimer un multiple de dingue. Juste une fois qu'il n'y aura plus la récession, ça va ravaler à 20. Vous avez déjà acheté à 3 ou 4, ça fait déjà un x5. Donc c'est là que je vous dis, on n'a pas eu de vraie récession sur les marchés financiers, mais j'imagine pas d'opportunités qui vont se créer sur les cryptos. Maintenant, effectivement, il y a d'autres cryptos qui vont pas rebondir. Il y en aura qui vont crever. Je pense toujours qu'il y aura des petits sursauts. Mais si Avax, vous croyez dur comme fer, etc., Avax à 3, Avax à 21, c'est la même chose. C'est juste le contexte économique qui est différent. C'est juste ça qu'il faut vous dire.
Donc pour moi, je crois un minimum au projet. Je sais pas le truc le plus, je suis pas hypé le plus, etc. Pas aussi réditant qu'un ETH, c'est pas aussi officiellement et en tout cas, il s'est pas fait autant respecter ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, institutionnellement ou autre par rapport à un ETH. Mais je le crois assez solide pour le mettre aussi en portefeuille. Si je suis capable de l'acheter à 3, je l'achèterai à 3. Aucun doute là-dessus. Effectivement, ce sera un des derniers trucs que j'achèterai en portefeuille parce que le premier truc que j'ai envie de mettre en portefeuille, c'est le S&P parce que je sais que si lui fait à moins 20, moins 30, ça me dérange pas de me reprendre à moins 10, moins 20 si vraiment on continue à dip. Que si en premier, le S&P fait moins 20, moins 30 et je me jette sur le AVAX, je peux encore diviser par 3 ma somme, quoi. Je pas un AVAX qui, le S&P fait moins 20, le AVAX est à 8. Le S&P continue à chuter, on arrive rapidement à 3, hein. C'est comme, c'est exactement comme Atom. C'est qu'il y a de la faiblesse, ok, 5 c'est pas cher, mais je veux dire, après on est juste à côté, hein. 5 c'est juste à côté de 4, hein. Donc derrière, en fait, vous vous faites totalement bouffer et donc c'est pas intéressant. Vraiment le pic de la souffrance, là qu'il faut acheter. Effectivement, avoir le pic de la souffrance, c'est compliqué, hein, ça ne doute pas. Mais moi je dis qu'effectivement, si on ne doit pas faire de all-time low, à 3,5, ça m'intéresse. Maintenant, vous pouvez juste envoyer cette partie-là à Az et lui montrer. Mais effectivement, la merde, etc., aucun problème d'acheter Avax à 3,5. Ce sera pas tout le portefeuille. Après, si vous voulez mettre tout le portefeuille et jouer le côté c'est le million ou rien, effectivement, c'est potentiellement un bon actif dans le sens où le risque rendement, soit vous perdez tout, soit juste un retour à la moyenne, un fois 17 quoi. Et d'où le fait que c'est important d'avoir de la liquidité à côté, parce que vous imaginez pas les discounts, et j'imagine pas non plus les discounts possibles qu'on peut avoir sur un marché qui a fait une récession. Le marché qui a fait une récession, c'est tout le monde est mort sur le marché. Tout le monde s'est fait margin call à moins 30, moins 40 sous les S&P. Là, si on fait moins 70, les gens qui avaient déjà fait pas de performance parce que personne n'avait de BTC, quasiment que des alts, ils se prennent d'ailleurs un moins 70. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de cash et qu'ils vont vendre absolument tous leurs alts au bottom. Donc au bottom, c'est des AVAX à 3, des AVAX à 5. Et en plus, il n'y aura personne pour acheter en face. C'est des marchés illiquides qui permettent d'avoir des actifs extrêmement intéressants et extrêmement compétitifs. La seule chose que j'aurais le seum, moi, c'est de ne pas être capable d'avoir du cash pour les acheter à ce moment-là. Voilà, un peu le tour, 1h18, solide le live. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va clôturer. Si le discours vous a plu ou pas plu, enfin au moins été compris. Pourquoi du comment. Mais voilà. Pour vous, pas de questions, alright. Donc, il y a là. Prochain truc que vous pouvez attendre, c'est sur YouTube, déjà demain. Later, bien sûr, arrivera lundi, je crois, lundi. Ils seront justement sur les PEA, etc. Important parce que justement, avoir un bon PEA, ça peut vous aider à 2-3% de frais en moins par an. Ça fait une grosse différence si vous comptez investir sur les 20-30 prochaines années. Ce sera ça lundi, mardi. Et après, de nouveau live, comme d'hab, jeudi prochain. Voilà. Alright. Bon, bonne soirée à tout le monde. Merci d'être là et d'avoir participé. C'est toujours un plaisir. Et on fait ça du coup semaine pro. Tchuss.